Alors durant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste avec le collègue, on intervient chez un particulier. On doit changer dans une grande maison tous les robinets de radiateurs. Donc ce sont des robinets thermostatiques. On change toutes les têtes thermostatiques. On change les purgeurs qui ont des problèmes. Et on met sur certains radiateurs des robinets de vidange. Et donc la grande difficulté sur ce type d'intervention là, c'est la vidange de tout le réseau de chauffage. Car comme on va le voir pendant la vidéo, donc c'est une installation low cost. Là on peut le voir là avec la chaudière. On n'a pas de vanne de vidange. Et donc la vidange de l'installation va prendre beaucoup de temps. Avertissement. Le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors lorsque l'on arrive dans la maison, on va donc couper la chaudière et donc on regarde s'il y a un moyen de vidanger l'installation donc par le bas. Donc c'est une maison avec 2 étages. Donc ici là on est au rez-de-chaussée. Donc les pièces à vivre sont au premier étage et il y a encore un étage où il y a les chambres. Donc là on constate déjà qu'au niveau de la chaudière, on voit que c'est un départ direct, il y a juste un circulateur, il n'y a pas de 23 voies. Donc ça marche en tout ou rien par le biais d'un thermostat qu'il y a au premier étage. On voit d'ailleurs que le vase d'expansion il a été posé à l'arrache, il a même posé le sol quasiment, il n'y a pas de potence ou en tout cas des supports exprès pour mettre les petits vases d'expansion. Là on voit qu'il y a la soupape et donc en ouvrant la chaudière on voit qu'il y a un moyen de vider l'installation par le bas de la chaudière. Il y a un endroit où on peut raccorder un tuyau mais bon le collègue n'a pas les raccords et n'a ni le tuyau adéquat pour pouvoir vidanger une grosse partie de l'installation et le client n'a pas de tuyau d'arrosage. On remarquera que la soupape de sécurité n'est reliée à rien, ça veut dire que si elle crache sur le mur, donc on ne peut pas la vider par la soupape. Et on remarquera aussi que là, ça c'est la vanne de remplissage en eau du circuit de chauffage. Donc ça c'est complètement interdit, hein. Il faudrait un disconnecteur. Donc là on est vraiment sur de l'installation low cost, ou alors ça a été fait au black, parce que le fait de voir une vanne comme ça sans disconnecteur, quand je vois ça là je me pose des questions. Là. Et surtout quand en sortie de soupape il n'y a rien du tout, là je m'en pose encore plus. Il n'y a aucune 23 voies, donc là je commence à me dire qu'il y a vraiment un souci. Donc à noter que sur cette installation là, l'eau chaude est produite par un cumulus électrique. Donc on va faire la vidange de l'installation à l'ancienne et ça va prendre beaucoup de temps. Donc le collègue avec qui je travaille décide de faire les vidanges à l'intérieur de l'habitation. Au rez-de-chaussée il y a le garage, donc là on va au premier étage, donc c'est là où il y a les pièces à vivre. Donc ce qu'il veut faire là c'est vider l'eau du réseau dans une gamate et après vider la gamate dans les WC. Donc le réseau est quand même assez important, donc faire ça avec une gamate ça va prendre énormément de temps. Donc on prend un radiateur dans le couloir. Alors le problème lorsque l'on vide en eau un réseau, c'est qu'il y a un risque de projection d'eau sur les murs. Donc on prend un endroit quand même qui est pas trop risqué, donc le couloir. Et là on met donc il met du papier là entre le radiateur et le mur pour protéger des éclaboussures. Et sur les radiateurs ici là, il n'y a pas de robinet de vidange. Il y a juste un bouchon. Donc là, ce qu'il a fait là, c'est que donc en haut du radiateur, il y a le robinet classique. En bas du radiateur, il y a un bouchon. Et donc il ouvre le bouchon puis il vidange comme ça. Pour contrôler le débit d'eau qui sort ici là, il ferme le coude de réglage. Donc suivant sa forme, on peut l'appeler aussi le T de réglage. Et en haut là, il ferme le robinet du radiateur. Donc lorsqu'il ouvre là, il y a de l'eau qui sort un petit peu là, donc c'est le radiateur. Et après, il va contrôler le débit là qui sort d'ici en ouvrant le robinet du radiateur et après en ouvrant le T de réglage légèrement. Donc c'est pas une opération délicate parce que si on va trop vite, ça peut gicler de partout. Et dans un premier temps, il faut casser la pression. Par exemple, lorsque l'on dévisse le bouchon en mettant sa main devant ou un chiffon, le temps que le radiateur et sa pression par exemple qui passe de 2 bar à 0 bar et après on commence à ouvrir soit le coude de réglage ou le robinet du radiateur pour que l'eau puisse s'écouler dans la gamate. Alors cette méthode est trop lente, donc on le voit là, on a quand même le jet d'eau qui a ras de la gamate, donc on en met un peu sur le côté. Donc le collègue décide, pour aller beaucoup plus vite, d'enlever carrément le radiateur. Donc là, comme on peut le voir sur cette photo, le radiateur a été enlevé. Donc là, il y a ma souris, donc il y a le robinet de radiateur. Ici, là, on a donc le coude de réglage. Donc pour enlever un radiateur, il faut fermer le coude de réglage. Il faut aussi fermer le robinet du radiateur parce qu'on a un étage au-dessus là. Après, il faut ouvrir le bouchon en bas du radiateur, à moins qu'il y ait un bouchon de vidange. Et donc commencer à vider l'eau qui est dans le radiateur en dévissant l'écrou ici là. Donc le raccordement entre le radiateur et le coude de réglage pour que l'eau coule. Donc bien sûr on met le chiffon devant pour casser la pression. Une fois que la pression est cassée, on laisse couler. Et après on dessert l'écrou ici pour faire une prise d'air pour vider le radiateur. Une fois que le radiateur est vide, donc bien sûr
pour le vider entièrement, il faut ici là le soulever. Et bien après le radiateur on le met sur le côté. Pour le mettre sur le côté, bien sûr, on ferme ici pour que l'eau arrête de couler. Donc là on voit comment c'est fait là. Donc ça c'est un coup de réglage. On a besoin d'une clé Allen. Là on voit qu'il y a de l'eau qui coule là. Donc dans le sens horaire, on ferme le coup de réglage, c'est-à-dire que l'eau après ne coulera plus. Donc ici là on peut voir un raccord en laiton, donc à souder et à visser. Donc ça c'est un GCU 92, donc c'est un coup de 90 degrés mâle. Et donc une fois que le radiateur est enlevé, donc là j'ai le collègue là, il va mettre la main devant, d'accord. Il va ouvrir la vanne ici là pour que l'eau s'écoule beaucoup plus rapidement. Donc pour éviter de faire un jet de plus de, je sais pas, 50-60 cm, il va mettre sa main devant pour casser le jet et là ça va accélérer le mouvement. Comme on peut le voir sur cette photo, il contrôle le débit en ouvrant, en fermant la vanne. Donc là on voit le jet est très important. C'est lui qui le fait parce que s'il se trompe, il peut en mettre partout dans le couloir, voire abîmer les tapisseries. Donc là on voit que la tapisserie là elle est un peu vieille quoi. Et donc là quelque chose d'important, donc là comme tu peux le voir, l'eau est blanche. Donc en principe dans le chauffage l'eau est pas blanche, elle est plutôt noire. Donc elle est blanche parce que elle est propre, parce que une semaine avant il y avait un technicien de maintenance donc qui faisait l'entretien de la chaudière fuel que j'ai montré au début de la vidéo, et donc il a remplacé le vase expansion. Et comme il n'y a pas de vanne d'isolement sur le vase expansion, il a dû vidanger toute l'installation. Donc c'est pour ça que l'eau est propre. Sauf que lui pour vidanger l'installation, il avait pris un tuyau d'arrosage, il l'avait branché sous la chaudière, car sous la chaudière il y a un bouchon, une petite vanne de vidange, et si tu as les raccords, tu peux vidanger par là. Donc là, quelque chose d'important, pour ça que je vais le signaler, tu vois que mon collègue travaille à main nue sur de l'eau de chauffage. Donc faut savoir que mettre sa peau en contact de l'eau de chauffage, c'est quand même quelque chose qui est potentiellement dangereux. Déjà par rapport à la température de l'eau qu'il peut y avoir dans les tuyauteries. Donc si on est à 60-70 degrés, donc là, comme ça, là, il peut se brûler. Donc il faut au minimum des gants épais, là, un peu les gants que tu utilises pour faire la vaisselle, pour te protéger de ça. Donc ça, c'est la première chose. Mais la chose la plus importante, c'est que souvent, dans les réseaux de chauffage, il y a des gens qui vont mettre des produits de désembouage. Donc, ils vont envoyer des produits chimiques dans l'eau. Et ces produits chimiques-là, souvent, les réseaux sont mal rincés, voire des fois, ils sont pas rincés du tout. Et donc, si tu mets ta peau au contact de ces produits chimiques-là, tu peux avoir des brûlures, tu peux avoir de gros problèmes plus tard. De plus, je rajoute que l'eau de chauffage, donc lorsqu'elle est depuis un certain temps dans le réseau, la valeur du pH est de 11, aux alentours de 11. Donc l'eau est très basique. Je rappelle que le pH neutre c'est 7. Donc moi, si tu regardes mes vidéos, souvent en maintenance, en tout cas sur mes vidéos au front on le voit très bien, j'ai toujours des gants en nitrile quand je travaille. Donc là c'est pareil, dans les gants en nitrile c'est des gants jetables pour justement protéger la peau de différents produits chimiques et des différentes saloperies qu'il pourrait y avoir dans l'eau de chauffage dans ce cas-là. Voilà, parce que les produits chimiques, c'est traître. Après, je vais utiliser d'autres types de gants suivant ce que je dois faire, comme utiliser des gants en cuir. Ah oui, tu peux ouvrir la vanne. Alors j'ouvre le robinet et j'observe si le débit augmente ou pas à la sortie du coude de réglage. Et lorsque le débit diminue, j'ouvre le robinet du radiateur de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit ouvert à fond. Et lorsque la gamme doit être vidée, je ferme le coude de réglage pour que l'eau arrête de couler. Donc là on peut voir que l'eau ne coule presque plus, ça veut dire qu'au deuxième étage il n'y a plus d'eau et qu'au premier étage il ne reste plus grand chose dans le réseau. On s'est assuré bien sûr que tous les robinets des radiateurs au premier étage et au deuxième étage étaient bien ouvert à fond. Et donc on va aller en bas, là où il y a la chaudière, pour ouvrir la tuyauterie pour finir de vider le premier étage. Donc pour vider le reste de la canalisation, donc au niveau de la chaudière là, alors là où il y a la flèche, on dessert l'écrou qu'il y a sous la vanne qui sert à alimenter en eau le réseau. Donc comme j'ai dit ici, il devrait y avoir un disconnecteur et malheureusement il n'y en a pas, alors que c'est obligatoire. Et l'eau qui coule, on la récupère dans un seau que l'on vide dehors. Donc on peut voir que l'on travaille vraiment de manière artisanale, avec peu de moyens. Donc là on vient de finir de vidanger l'installation. Donc bien sûr on a enlevé le radiateur et on a enlevé qu'un seul radiateur parce que c'était à cet endroit là qu'on vidangeait l'installation. Sur tous les autres radiateurs bien sûr on les a laissés en place. Et donc après le radiateur que l'on avait déposé on l'a remis donc sur le mur. Mais ce que l'on a fait là, donc tu vois là il y a mon curseur de souris là, ça c'est un robinet de vidange. Donc là pour au moins se prendre la tête, on a mis un robinet de vidange sur ce radiateur là. D'ailleurs ici on en a un autre robinet de vidange. Donc ça coûte pas grand chose et il en faut au moins un dans une maison. Donc de préférence sur le radiateur le plus bas et le plus proche de la chaudière.
Donc là je suis dans une autre pièce, sur un autre radiateur, donc là où tu vois je mets ma clé à molette là, je tiens l'écrou, donc là je suis en train de dévisser l'écrou pour pouvoir désolidariser le robinet qu'il y a ici du radiateur. Après ici je prends une multiprise que je mets sur le raccord en laiton qui est un GCU 92, donc coude à 90 degrés mâle, et là avec la clé à molette donc je tourne dans le sens anti-horaire pour le dévisser, et donc la multiprise est juste là pour tenir le tuyau cuivre. Donc là on peut voir que le robinet a été enlevé, mais là je vais enlever cette partie là du robinet qui est à l'intérieur du radiateur, comme le robinet neuf est vendu avec cette pièce là, donc à la limite si c'est compatible on aurait pu le laisser, mais bon le collègue avec qui je travaille veut le remplacer pour refaire l'étanchéité ici. Donc pour ça on va utiliser une clé Virax, alors c'est la 220410, donc c'est une clé de montage étagée avec cliquet, donc ça c'est le cliquet, et à l'intérieur il y a la clé de montage étagée. Donc la clé de montage c'est ça, donc ça existe en 3/8 de pouce, 1/2 pouce, 3/4 de pouce, donc ça c'est la première clé. La deuxième clé c'est du 3/8 de pouce, 1/2 pouce, 3/4 de pouce, 1 pouce, 1 pouce 1/4. Il existe deux modèles chez Virax, et donc on met cette clé là dans le raccord du robinet et après on le dévisse pour pouvoir l'enlever. Donc là on vient d'enlever complètement l'ancien robinet, donc après ici là où il y a mon casseur de souris on voit qu'il reste de la filasse, donc là la filasse il faut l'enlever, donc on va l'enlever, donc soit ça vient tout seul, on l'enlève avec les doigts, ou soit on y passe un petit coup de multiprise dessus pour casser la filasse et ça s'en va tout seul. Il ne reste plus qu'à prendre un nouveau robinet tout neuf, donc là on voit le robinet tout neuf, donc de ce côté là il y aura le GCU 92, donc c'est le coude à 90 degrés mâle en laiton. Ici là tu vois le raccord qui va aller dans le radiateur, donc c'est celui-là que je viens d'enlever avec la clé à cliquer Virax. Ici là comme tu peux le voir il y a un petit joint blanc, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de mettre de filasse pour le visser. Donc après il y a des gens pour se rassurer, ils vont mettre de la filasse et du colmat, donc ça c'est au choix. Alors je sais plus si on avait mis de la filasse et du colmat, je me rappelle plus. Mais en tout cas il y a un joint, c'est sa fonction, c'est faire étanchéité. Par contre la filasse on va devoir la mettre sur le coude à 90 degrés, donc le GCU 92 qui est ici, donc là il n'y a pas le choix, ça sera filasse et colmat. Et donc après comme tu peux le voir, il suffit juste de faire l'opération inverse. Donc là on visse le raccord du robinet dans le radiateur, donc là on voit qu'il y a le joint et on voit qu'il n'y a pas de filasse, c'est clair, donc il faut serrer correctement mais sans exploser le filetage du radiateur. Donc là après je l'ai pas pris en photo, mais après ici il faut faire la filasse, donc filasse colmat, après on visse le robinet et après bien sûr on arrête de visser lorsque on est dans l'axe du raccord du radiateur et après on serre ici là. Donc c'est un raccord conique, donc pareil il y en a pour se rassurer, ils vont mettre du colmat sur la partie conique du robinet radiateur et après ils serrent, donc ça c'est au choix. Donc c'est vrai que le but c'est d'avoir zéro fuite, mais en principe on n'est pas obligé de mettre du colmat lorsque l'on serre un raccord conique. Et après il n'y a plus qu'à rajouter ici là, donc ça se démonte, ce petit plastique là, il ne reste plus qu'à mettre la tête thermostatique. Donc là on peut voir sur ce radiateur là, donc le robinet a été changé, on peut voir que la tête thermostatique a été placée dessus, donc il suffit d'enlever le cache blanc puis après avec la bague on visse et puis voilà. Donc là on l'a réglé sur 3, donc à la fin de la vidéo j'expliquerai à quelle température ça correspond, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je voulais revenir sur quelque chose d'assez important, donc sur un des radiateurs ici là, donc c'est pas celui-là, c'en est un autre, c'était celui à la salle à manger, il y avait une légère fuite là, très légère, donc c'était humide, ça suintait. Donc le collègue avait repéré cette fuite là et il l'a donc réparé. Il n'était pas obligé de le faire parce que c'était pas dans le devis, c'était pas dans l'ordre de travail. Dans l'ordre de travail il fallait changer tous les robinets thermostatiques et changer 2-3 purgeurs qu'il y a sur les radiateurs. Et donc ici là il a placé une clé, alors je sais plus si c'est une clé à molette, et ça se dévisse. Le problème c'est qu'avec la fuite d'eau ici il y a de la corrosion et pour le dévisser ça a été très difficile, c'est à dire qu'il a fallu forcer vraiment comme un bourrin quoi, genre limite s'il fallait pas sortir le chalumeau pour le débloquer. Donc c'est celui-là qui avait le problème, donc là on le voit, il a bien dévissé et après il a refait l'étanchéité. Donc là par contre il a utilisé de la filasse et du colmat et après il a resserré le tout. Donc ça il l'a fait, c'est parce que le propriétaire était sympa, donc voilà, dans la foulée il l'a fait, il nous a payé un café en plus. Mais si ça avait été quelqu'un de, on va dire, de désagréable, eh bien on ne l'aurait pas fait, c'est clair, parce que ça prend du temps à faire et en plus il y a peut-être un risque de péter l'ensemble là. Donc après le collègue il maîtrise son sujet, sur les radiateurs AC il en a posé, démonté, réparé un paquet, donc il sait à peu près jusqu'où on peut aller sans tout casser. Donc là l'intervention est finie, donc maintenant il faut remplir en eau le réseau, après aller au dernier étage pour ouvrir les purgeurs pour chasser l'air qu'il y a dans les radiateurs. Donc on fait le tour de tous les radiateurs pour chasser l'air, on ouvre les purgeurs. Et donc là ce que je montre sur la photo c'est le régulateur de la chaudière, donc comme je l'ai dit c'est une chaudière qui marche en tout ou rien, il n'y a pas de vanne 3 voies.
pour réguler le départ chauffage. Et lorsque l'on veut accéder à des paramètres de réglage, il suffit de descendre le petit capot et on accède au menu de réglage. Donc, le régulateur là se trouve dans le couloir. Donc là sur cette photo tu peux voir les réglages que tu peux mettre sur un robinet thermostatique. Donc tu peux voir que le 3 là, comme tu peux le voir ici là, le 3 c'est équivaut à une température de 20 degrés. Donc c'est à peu près 20 degrés. Hein. On voit que le 4 c'est 25 degrés. Le 5 c'est 30 degrés, le 2 c'est 15 degrés, le 1 c'est 10 degrés et bien sûr l'étoile c'est 7 degrés, donc c'est à peu près la valeur hors gel. Donc il marque aussi sur la boîte, mais ça on le sait qu'on fait du chauffage. L'été il conseille de mettre le robinet thermostatique sur 5 sur 30 degrés. Pourquoi? Parce que si on le laisse par exemple sur 3, comme l'été il fait plus de 20 degrés, et bien tout l'été le robinet va rester fermé et le clapet du robinet risque de coller. Et là ici, avertissement, là sur la documentation, il conseille d'enlever le robinet thermostatique pendant l'été lorsque le système de chauffage est inutilisé, c'est-à-dire à l'arrêt. Donc on fait pas ça, on le met sur 5 et en principe ça passe. Si jamais il est collé en dépannage, il faut tapoter dessus pour que le clapet se décolle du robinet. Donc là pour finir, on va faire un petit tour au niveau de la chaufferie. Donc là comme je l'ai dit là tout à l'heure, là la chaudière, donc là il n'y a pas de 23 voies, il n'y a rien du tout. Donc ici là tu vois ça là, ça c'est un produit inhibiteur. Donc à l'époque il y avait un produit chimique à l'intérieur des tuyaux de chauffage. Donc c'est pour ça, comme je le disais, hein, il vaut mieux prendre des gants lorsque l'on met ses mains au contact de l'eau de chauffage. Donc on voit que c'est une chaudière Chappée. Là on peut voir la plaque cinétique de la machine, donc puissance nominale 24 à 30 kW, c'est une chaudière fuel. On voit qu'elle date de 2001. Donc moi je suis intervenu sur cette installation donc pendant mon stage avec le collègue là en 2017. Donc la chaudière a plus de 16 ans, c'est pas mal. En plus on voit qu'extérieurement elle est vraiment propre, hein. On n'a pas l'impression qu'elle a 16 ans d'âge. Donc là lorsqu'on ouvre le capot on a accès au pupitre de la machine. Donc là c'est ce que je disais, là ils ont collé le X100, donc c'est un inhibiteur. Donc c'est pour protéger les tuyauteries et la chaudière, donc protéger l'installation contre la corrosion et le calcaire, et donc ça protège aussi les radiateurs. Donc sauf que là il y a marqué 2002, donc c'est plus tout jeune. L'étiquette elle a 15 ans. Donc là on voit qu'elle est éteinte, donc on l'a éteinte pour faire l'intervention, donc on a coupé directement le disjoncteur. Donc après là on voit que c'est un brûleur fuel à air soufflé, donc là on voit qu'il y a une électrova, donc c'est une pompe fuel, donc une allure, donc c'est un brûleur une allure. Là ce qu'on voit ici là c'est ce que je disais, là c'est par là qu'on aurait pu vidanger l'installation si on avait eu le matériel pour le faire. Donc raccord et tuyau de jardin. Là ici on peut voir le coffret de sécurité, le transformateur acheté pour l'allumage, le condensateur du moteur monophasé. Et donc là ce qui m'a le plus choqué sur cette installation, il y a deux choses. Donc la première chose, on va le voir après, le disconnecteur, mais là le vase d'expansion, là ça m'a, quand je vois ça, putain ça s'amuse. On le voit, il est reposé sur le sol. Si tu veux accéder à la tétine là pour contrôler ta pression de gonflage, tu fais comment là? Tu tires sur le cuivre là? Donc ça c'est vraiment une installation pourrave quoi. On voit ils ont fait un piquage, il n'y a même pas de vanne d'isolement pour la maintenance. Donc je dis ça parce que tu vois il existe des trucs comme ça là chez tous les fournisseurs de matériel professionnel de chauffage. Ça coûte je sais pas moi 60 € là, 70 € avec la soupape à 3 barres et le purgeur automatique. Tu poses ça sur un mur, donc c'est fait pour les vases d'expansion de 25 litres, et là tu te raccordes ici et il n'y a pas d'embouche, c'est propre et voilà quoi. Donc là une petite photo là au-dessus du vase d'expansion, donc on voit qu'il est raccordé sur le retour, et là ça va en bas de la chaudière, et là on voit l'autre piquage là où il y a le mano et la soupape de sûreté qui crache sur le mur. Donc ça aussi c'est assez rare à voir, il n'y a pas de tuyau pour évacuer la flotte, il n'y a rien du tout. Donc là c'est ce que je disais, donc ça c'est une potence support mural vase de 4 à 25 litres équipé. Donc ça tu vas dans un magasin qui vend du matos professionnel pour le chauffage et tu auras obligatoirement ce type de support. Donc là la fameuse alimentation d'eau froide, donc qui va alimenter le réseau de chauffage en eau, donc ça c'est en principe interdit, parce que là il aurait fallu une vanne d'isolement, un disconnecteur non contrôlable et une vanne d'isolement. Donc là ce que je comprends pas, c'est le technicien là qui fait l'entretien de cette installation là, la maintenance là, je ne comprends pas pourquoi il l'a pas signalé au client, ou qu'il n'ait pas fait faire un devis pour rajouter un disconnecteur et une vanne. Alors peut-être que le devis a été fait mais il a sûrement été refusé, sachant que celle-là il aurait pu la récupérer. Donc ça c'est un grand mystère. Donc il n'y a pas de vanne 3 voies, mais par contre il y a un circulateur qui n'a pas l'air d'être très vieux, hein, parce que ça c'est des trucs un peu récents là. Je veux dire par là que le circulateur il a pas 15 ans, il a déjà été changé. Là on voit qu'ils ont mis des gicleurs. Alors j'espère que c'est des gicleurs neufs et pas des gicleurs usagés, comme il m'est arrivé une fois sur une de mes vidéos. J'ai un tir en dépannage donc dans une maison de retraite, et la maison de service, c'est-à-dire la maison où il y a une sorte de gardien là, les gicleurs étaient tous pourris quoi. Le mec m'avait laissé des cadavres. C'était le site d'un collègue, je m'en souviendrai toujours. J'ai galéré 4 heures sur un petit brûleur là, impossible de faire une flamme à cause de cette saloperie de gicleur ou à cause de l'électrode d'allumage. En tout cas j'avais pas de pièce de rechange et donc je suis resté en panne comme un con là. Donc on note que là la notice ils l'ont
laissés à l'arrière, donc ça c'est bien. Par contre j'ai pas vu le cahier de la chaudière pour voir toutes les interventions qu'il y a eu dessus. Donc là ici on peut voir le disjoncteur de la chaudière, donc c'est une chaudière fuel. On peut voir le pot à fuel avec la vanne d'isolement et on voit que on part sur un tube vers la cuve fuel. Donc la cuve fuel est juste derrière la chaudière, donc il y a un mur qui les sépare. La cuve fuel est dans la maison, au rez-de-chaussée. Donc là après pour le particulier je connais pas trop la réglementation encore parce qu'en formation ça je l'ai pas vu. Mais après comme je l'ai déjà dit là dans ma formation le formateur qu'on a eu était incompétent. Donc bon la formation ça a été un peu la fête du slip là. Donc je sais que dans le collectif il y a toujours au moins un extracteur par chaudière, il y a un bac à sable, il y a du sable pour absorber le fuel et puis pour si un début de feu on balance du sable dessus. Plus au-delà d'une certaine puissance il y a aussi une sorte d'extincteur là au-dessus du brûleur pour arrêter un départ de feu. Donc là sur le particulier je pense que l'extincteur doit être obligatoire, je suis pas sûr mais ça je sais pas parce que je connais pas la réglementation. Donc ça il faut que je me renseigne sur ce sujet là. Donc là on peut voir le niveau de fuel, là. Il y a du fuel dans la cuve et là on peut voir ici la vanne police. Donc un petit gros plan là sur la vanne police, hein. Donc là elle est en fonctionnement, si on tire là-dessus ça coupe l'arrivée fuel. Et donc ça sert s'il y a un départ de feu sur la chaudière, et bien hop on coupe ici, comme ça le brûleur n'est plus alimenté en fuel. Il n'y a plus de combustible qui sort de la cuve. Donc souvent là ici il y a un petit canon d'acier qui sort et de dehors on peut fermer le départ fuel vers la chaudière. Si tu veux l'actionner il faut aller directement sur la vanne police pour le faire. Donc ça aussi c'est étrange. De plus sur la ligne fuel je n'ai pas vu le clapet anti-siphon. On appelle ça aussi la vanne anti-siphon pour le fuel. Et donc pour finir, donc ça m'avait fait halluciner. Alors je l'ai pas vu sur le coup, hein. C'est marrant, je l'ai vu après en faisant la vidéo, en regardant la photo. Donc là il y a un cumulus électrique là de 300 litres, je pense qu'il fait 300 litres pour faire donc l'eau chaude sanitaire. Et là ce qui m'avait fait halluciner c'est que là tu vois il y a une corde là. Il y a une corde qui est attachée au tuyau là. Alors je sais pas si c'est un départ d'eau chaude ou une arrivée d'eau froide, mais bon tu vois que le cumulus a été posé là, mais quand tu poses un cumulus là sur une chaise là, en principe il est attaché sur le mur pour pas que le cumulus bascule. Quand je vois que c'est cette corde qui a l'air de tenir le cumulus, je me dis waouh, c'est vraiment une installation pourrave quoi. Il est fortement probable que ce soit le client lui-même ou une de ses connaissances qui a remplacé ce cumulus là, car professionnellement ça c'est vraiment impossible. Donc à noter qu'ici on voit une bouteille de butane, parce que le propane c'est interdit de stocker du propane à l'intérieur d'une baraque. Donc là ça peut être que du butane, on voit qu'ils ont mis un flexible là, et donc là on a un tuyau en cuivre et comme je l'ai dit, la cuisine, les pièces à vivre sont au premier étage. Donc là on va à la cuisine. Donc ce qui est étonnant avec cette installation là, c'est qu'on voit beaucoup de choses qui sont médiocres sur cette installation. Par contre ici là, le gars qui a fait le cuivre, on voit que là il a fait un coup d'épousement et là il y a un autre coup d'épousement. Voilà, donc là on le voit mieux là c'est un coup d'épousement et là un autre coup d'épousement a été fait. Donc ça contraste vraiment avec le reste de l'installation. Parce que là on aurait pu croire qu'ils auraient fait des coudes à 90 classiques vu que l'installation est en tout cas au niveau du chauffage, l'installation est vraiment merdique. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.